Bonjour Romain Gisolme. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans le studio d'Europe 1 ce matin. Je voulais absolument que l'on revienne sur cette enquête du ministère de la Santé, précisément la DRES, la Direction de la Recherche, des Études et de l'Évaluation des Statistiques, sur l'état psychologique des résidents en EHPAD. Un tiers de ces résidents est en situation de détresse psychologique. Leur morale est plus dégradée qu'à la maison, que ceux qui restent à la maison. Un tiers ne se sentent jamais ou rarement heureux. C'est 2 fois plus que les seniors qui restent à domicile. Oui, alors il faut voir quels sont les chiffres précisément. Mais effectivement, ce qu'indique cette étude clairement, c'est que les personnes, quand elles sont en situation de fragilité, parce qu'il est bien question de ces gens-là, qui sont dans des situations de fragilité, oui, ont besoin d'un accompagnement plus important, parce qu'il est plus difficile pour eux d'accéder à des activités de vie sociale, à des liens avec d'autres personnes, etc. Et bien sûr que ça a une incidence sur la qualité de vie, et sur le moral, et sur le bien-être psychique. Et c'est ce que dit plus précisément cette étude, au-delà des questions de domicile et établissement, ce que dit cette étude, c'est que des personnes, quand elles sont en situation de fragilité, ont besoin de plus d'accompagnement, notamment d'un point de vue psychologique. Il y a une analyse de cette étude qui est absolument passionnante et qui nous apprend que les résidents qui n'ont ni famille ni amis ne sont pas forcément les plus tristes, les plus affectés. C'est horrible à entendre, hein, mais parce qu'ils n'attendent rien. Parce qu'ils n'attendent rien ou parce qu'ils trouvent à s'épanouir par eux-mêmes dans les relations qu'ils peuvent avoir. Mais d'autres vont être frustrés parce que moins de visites de la famille, moins d'appels de leurs amis. Ou plus de difficultés aussi à réaliser des actes de la vie quotidienne par soi-même. Et c'est en cela qu'il est important, effectivement, d'améliorer la situation. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les politiques vieillesse ont été construites autour d'une idée plutôt sanitaro-centrée, c'est-à-dire très hospitalière, et d'une idée de protection et de surveillance. En fait, ce qu'attendent les gens de nous, et c'est la contradiction de ce secteur, c'est que depuis 15 ans, ce secteur a gagné en qualité de service, que ce soit en établissement ou à domicile, en termes de gestes techniques. On sait correctement, même s'il faudrait encore augmenter le temps passé auprès des personnes âgées, correctement les accompagner pour leur toilette, pour s'habiller, etc. Sauf que la journée ne se résume pas à ça. C'est une fois qu'on est tout bien habillé, tout bien lavé et qu'on est bien nourri que la journée démarre. Et c'est ce que n'a pas investi la puissance publique depuis des années. C'est-à-dire qu'on répond très bien aux besoins de base. Par contre, on ne sait pas encore suffisamment accompagner les gens pour qu'ils puissent continuer de se réaliser parce qu'on arriverait à répondre à leurs attentes et à leurs aspirations. On va en parler. On va parler à la fois de la loi grand âge et autonomie qui devrait arriver, puis des solutions, de préconisations que vous faites. Mais d'abord d'un mot, parce que je sais que beaucoup de nos auditeurs, évidemment, ont monté le son là, en vous entendant. Il y a des conséquences à cette solitude, à ces sentiments dont on parle. Perte d'appétit, 2 fois plus important en EHPAD que pour ceux qui restent à domicile, manque de motivation pour les activités, la moitié qui reçoit au moins 3 antidépresseurs dans l'année, c'est que 14% pour les personnes à domicile. Mais je vous le redis, il faudrait revoir précisément quelles sont les populations à domicile qui sont... Vous contestez cette étude ? Je dis qu'il faut voir plus précisément quelles sont les populations à domicile qui sont sondées dans cette enquête, parce que ça n'est pas clairement précisé. Si ce sont des gens qui n'ont pas de difficultés, bien sûr qu'elles sont comme vous et moi, elles n'ont pas besoin de nous, de qui que ce soit pour se réaliser. Qui a perdu son autonomie. Si ce sont des gens, effectivement, qui ont des problèmes à faire par eux-mêmes et qui ont des situations de handicap, bien sûr que ça devient plus compliqué. Et évidemment que nous savons, mais dans la population générale, que les personnes âgées sont plus sujettes au syndrome dépressif et donc ont besoin d'un accompagnement psy plus important ou d'une facilité d'accès à la vie sociale, aller au théâtre, sortir au marché, faire des courses, etc., etc. Et aujourd'hui, que ce soit en établissement, mais je tiens à le préciser, aussi à domicile, la puissance publique n'a pas suffisamment investi depuis 30 ans pour permettre à ces gens de le faire. Oui, la solution, et d'ailleurs, c'était presque la fin de l'interview, mais disons-le tout de suite, la solution, c'est plus d'argent. On va voir comment, pourquoi, vous dites, il faut du personnel. D'abord, il faut du personnel parce qu'il faut passer du temps avec les résidents. Absolument. Il y a 2 éléments. Et c'est ce que nous attendons de la loi grand âge autonomie qui a été promise par Emmanuel Macron pour 2019. Il est encore temps pour l'État d'arriver à le mettre 2020, en place. Nous espérons que ce sera réellement une priorité. Moi j'entends ça depuis 2008, 2010, peut-être encore avant. J'ai envie de vous dire, depuis 30 ans, j'ai envie de vous dire, depuis 30 ans, la France prend un retard considérable en matière d'aide aux personnes âgées. Alors Emmanuel Macron n'est pas responsable de la situation et du retard des 30 ans. Par contre, il est responsable effectivement de mettre en place des solutions parce qu'il a promis cette loi grand âge autonomie. Et cette loi grand âge autonomie, elle devra permettre 2 choses. Vous avez raison Mathieu Béliard. D'abord, augmenter le temps de présence auprès des personnes âgées parce
qu'on sait bien qu'il faut prendre plus de temps. D'ailleurs, le dernier rapport des députés Fiat et Ibora a bien montré qu'il fallait augmenter ce temps de soignant pour prendre le temps d'accompagner correctement à la toilette, à l'habillage, etc., etc. Bon, ça c'est un premier élément. Mais deuxième élément, ce que va devoir faire cette loi, c'est effectivement construire des politiques vieillesse non plus construites, comme je vous le disais, autour de la question de la protection, mais des politiques vieillesse construites autour de la question de l'autonomie. Comment on permet à des gens qui sont en situation de fragilité, qu'elles vivent en établissement ou à domicile, de pouvoir continuer à réaliser des activités épanouissantes pour elles-mêmes. Et c'est bien ça l'enjeu. C'est ce qui va permettre aussi de créer de nouveaux métiers. Oui, parce que plus de psy. Notre préconisation sur le personnel, c'est de nouveaux métiers, pas que plus de personnel. Bien sûr, parce que c'est ce qui va permettre de changer le modèle. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que les gens ne sont pas satisfaits de l'accompagnement à domicile, ne sont pas satisfaits de l'entrée en établissement. C'est tout simplement qu'il faut construire des modèles de fonctionnement d'établissement qui sont beaucoup plus proches de la vie à domicile, voire qui deviennent des domiciles. C'est ce que nous préconisons à l'ADEPA depuis des années et que nous avons porté dans le cadre de la concertation. Ce que dit Agnès Buzyn, et a priori c'est elle qui devrait porter la loi grand âge et autonomie. Si elle reste à ce poste-là, pour l'instant il n'y a pas de changement là-dessus. L'entrée en établissement, en EHPAD, doit devenir l'exception. Ce que nous voulons faire, c'est tout simplement changer de braquet. L'idée désormais, c'est de se détourner de vos services pour garder au maximum les personnes à domicile. L'idée, c'est que les gens d'abord puissent avoir le choix entre des services de qualité, qu'ils vivent en établissement ou à domicile, et que ça doit relever du choix individuel, dès lors que nous sommes assurés que, quel que soit ce choix, nous soyons correctement accompagnés pour les besoins de base et correctement accompagnés également pour la réalisation des attentes et des aspirations. Et c'est ce modèle-là qu'il faut engager au-delà de la question de l'argent. Et donc, ça veut dire qu'il convient de transformer effectivement le fonctionnement des établissements, puisque les Français nous disent vouloir vivre à domicile, c'est pas forcément dans le domicile individuel. Il faut pouvoir aussi construire des domiciles regroupés et, au-delà de les construire, s'appuyer sur les établissements actuels pour sortir de cette culture sanitaire et les amener vers une culture beaucoup plus domiciliaire, et donc répondre en cela aux attentes des Français que de vivre dans des domiciles, parce que l'avantage des établissements, d'ailleurs, il était indiqué dans l'enquête que certaines personnes entraient en établissement, bien qu'elles ne soient pas dans une grande situation de fragilité. Parce que l'établissement permet un certain nombre de facilités. Vous avez plus facile, effectivement. Au moins logistique, évidemment. Bien sûr, vous avez bien plus facile à accéder à un certain nombre de services. Romain Gisolme, merci beaucoup. Merci à vous. On prend date, finalement, puisque c'est la priorité 2020 et qu'il y aura une loi grand âge et autonomie. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler. Romain Gisolme, directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées, l'ADEPA. Un dossier que nous suivons de très près ici sur Europe 1, sachez-le, le matin. Merci Romain Gisolme.